Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, alors... Bon jeudi soir. C'est ça. On s'excuse pour hier, parce que évidemment, on avait une petite problématique. Hier, on était dans le métro de Montréal. Oui, on a mis une photo d'ailleurs. Ouais. Il arrive à l'occasion qu'on utilise le transport en commun, mais les deux en même temps, ensemble, c'est plus rare. C'est pas bien cadré, ça, hein? Tu trouves pas? Un peu comme ça, de même. On fait ça... J'ai le mal de mer. C'est mieux de même. OK. Oui, il y a des reflets. Là, on a fait ça de dernière minute. On a changé l'auto. Vous aurez remarqué aussi qu'on est de retour dans la vraie grosse brune. L'original. L'original, l'unique. Toujours copié, jamais égalé. C'est ça. Exactement. Puis donc c'est ça. Alors on était dans le métro de Montréal hier parce qu'on est allé tous les deux à un événement corporatif sur le bateau mouche pour souligner le 40e anniversaire de Pièces d'Auto Super qui est situé à Granby sur la rive à Granby. C'est plus tard les voitures anciennes de Granby. C'est ça. À Saint-Hubert sur la rive sud, aussi à Saint-Jean et prochainement ailleurs. Oui. À suivre. Oui. Fait que troisième succursale qui est en route, qui s'en vient. Je savais que ça faisait longtemps que c'était ouvert, Ouais. que c'était un commerce qui était bien établi, mais je savais pas que ça faisait aussi longtemps que 40 ans. Ouais. Alors, c'était l'occasion de souligner ça hier soir. Exactement. Fait que vas-y donc avec ta question du jour. Donc, quelle est la dernière année de production de la Chevrolet Monte Carlo? À moteur V8. Ah! À moteur V8. Ça, c'est important de le souligner. D'accord. N'est-ce pas? Bon, là, tu voulais partir un petit truc nouveau là cette semaine, c'est-à-dire jaser de ce que tu as vu sur la route. Oui, en fait, comme on se promène énormément, je te proposais de faire un instant de car spotting ou quelque chose du genre, Ouais. mais bon, en live et en discutant. On pourra parler de voitures qu'on a vues à vendre, soit au Québec, soit aux États-Unis, ou de voitures qu'on a vues sur la route aussi. Bref, le cadre est assez libre. De mon côté, j'ai vu lundi soir, en plein centre-ville de Montréal, un Lada Niva Cossack qui était neuf. Ouais, ça. C'était assez exceptionnel. Il était blanc, stationné sur le coin de la rue, près d'une des rares épiceries du centre-ville. Ouais. Et il y avait pas de rouille, il y avait rien de ça. L'intérieur était bien propre. En fait. Je passais peut-être à 300 ou 400 mètres du véhicule. Je l'ai vu au loin. T'as reviré de bord? J'ai fait là, 3-4 pâtés de maison pour réussir à arriver au bon endroit. Puis oui, ça valait la photo. Alors c'était de mon côté la prise cette semaine. Ouais, écoute, aujourd'hui, j'ai vu deux trucs qui m'ont un peu étonné. On n'est pas du tout dans la même sphère, là. J'ai vu un camion de livraison rempli de Ford EcoSport. Ah, Qu'on a arrêté de fabriquer depuis longtemps. Moi, je pensais qu'ils étaient tous vendus, écoulés. Merci, bonsoir. parce que l'engouement est tellement fort. Ouais, c'est non, mais je comprends pas qu'on ait encore des EcoSport neufs à livrer, puis un camion plein là, qui devait s'en aller chez un concessionnaire spécifique. Est-ce que c'était des restants de stock non libérés? Bonne question. Mais en ce qui me concerne, le Ford EcoSport est plus commercialisé depuis un certain bout de temps. Est-ce que ça pourrait être des unités qui étaient assemblées, mais pour lesquelles on manquait de pièces, de certaines pièces, par exemple? Ou est-ce qu'on a prolongé la production de ce véhicule-là et j'en étais pas du tout au courant? Parce que en ce qui me concerne, un EcoSport, t'appelles chez Ford, ils n'en ont plus, là. Non. C'est terminé, là. Ben là, il y en aura peut-être. Il y en aura peut-être quelques-uns. Fait qu'à suivre, c'est ça. Bonne question. Tu sais, on va voir. C'était où ça? C'était sur l'autoroute 640. Alors, où s'en allait-il? Dieu seul le sait. Mais Peut-être son chauffeur aussi. le chauffeur puis le propriétaire du dealer aussi. Okay. Mais non, j'ai aucune idée. Ça m'a étonné. Et 5 minutes après, j'ai croisé un Audi Q4 e-tron. Immatriculé de l'Ontario. Véhicule qui n'a pas encore été livré en théorie, là. Ben, qui n'est pas officiellement commercialisé, bien que, oui, on l'attend depuis plus d'un an. Mais en fait, on l'attend plus. Il est arrivé, mais on peut pas le vendre, c'est ça? C'est ça. Il y a quelque chose, là. Il y a anguille sous roche par rapport à ce véhicule-là. Je ne sais pas quoi. Parce qu'en réalité, c'est exactement la même technologie qu'un Volkswagen ID4 chez Audi. Et permets-moi de te dire que chez Audi, on a très, 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 très hâte que le véhicule arrive, qu'on puisse en livrer, là. Les premières unités sont pas encore stationnées au port d'Halifax ou quelque chose Oui, comme ça? Oui, sont là, sont bloqués. Mais pour quelle raison? Et pas besoin de te dire que
On n'appellera pas chez Audi aux relations publiques pour de poser la question. Ah non? Non. Ah, d'accord. Euh, Et ce sont des modèles 2022? 22, techniquement. Sur papier, le véhicule existe, mais il n'y a pas un Q4 e-tron qui a été livré au Québec. Celui que j'ai vu, immatriculé de l'Ontario, avait une plaque de concessionnaire. Donc, est-ce que c'était un véhicule S? Parce que les plaques de concessionnaire en Ontario sont rouges. Est-ce que c'est un véhicule essai? Est-ce que c'est un véhicule de transition? Bon, bonne question. Mais c'est le premier que je voyais circuler sur la route ici en Amérique du Nord. Fait que j'ai été un peu étonné de voir ça. Puis il est beau, hein? Tu le vois passer dans le paysage automobile, il était gris, là, rien de compliqué, mais c'est un beau véhicule. Pour vrai, là, je trouve ça plus sympathique encore qu'un Q5. Les Oui, Q5, on est habitué de les voir, les ben Q5, voilà, comme c'est dire. ce que j'allais dire. On en voit depuis des années, des Q5 gris, noir, Ouais. blanc. Là, d'avoir un nouveau produit, c'est rafraîchissant. Ouais, vraiment. Fait que j'ai deux trucs que j'ai aperçus. Mis à part ça, écoute, il y a rien qui me vient en tête comme ça, mais ça a été deux trucs que j'ai vus aujourd'hui. Puis je peux peut-être ajouter que j'ai assisté à un accident qui a eu lieu sur la 15 Nord et j'étais persuadé que une des personnes impliquées dans cet accident-là était décédée. Ça a été diffusé aux nouvelles, là. Ouais, allongé sur le bord de la route, la personne était au sol, la tête en sang, à terre. J'étais sidéré de voir ça. Et il n'y avait pas de service d'urgence qui est arrivé, ça venait de se produire. 5-6 véhicules d'impliqués, dont un motocycliste, donc ça devait être probablement ça. Mais bref, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tout le monde était hors de danger, alors tant mieux. Même si, a priori, ça va pas. Ah non, moi j'étais persuadé. J'ai déjà vu quelqu'un avoir un accident et se tuer littéralement devant moi. Sur la 125 d'ailleurs, à Sainte-Julienne, juste devant moi. Je m'en souviens encore, la personne était décédée à côté sur son volant. Quand je suis passé à côté, j'ai fait, oh là là, c'est pas beau, là. Tu dis, toi, tu vas rentrer à la maison, mais cette personne-là ne retournera jamais Exactement. à la maison. Un gros bonhomme, je me souviens, un gros bonhomme, là, assez bâti, c'était évident, là, que c'était un gars de 6 pieds et plus, là, qui pesait à 275-300, là, facilement, dans une écho. Puis il avait frappé un petit Mitsubishi Outlander face à face. Elle s'en était tirée avec quelques ecchymoses. Lui, ça s'est arrêté là. C'était pas super joli à voir. Fait que, tu sais, c'est pas... chapeau d'ailleurs aux secouristes qui se tapent ça à tous les jours, là, parce que Oui, ça doit être faut avoir dur le à cœur digérer, solide. là. À un Ouais. moment donné, j'imagine que tu deviens désensibilisé, là, mais pas mon cas. Non. J'ai travaillé étudiant, moi, dans un hôpital, Sainte-Justine, pour pas le nommer, là, et on m'a fait travailler une journée en salle d'opération. Et j'étais un métier très connu, j'étais mopologiste. Ah. Et on C'est m'avait... avant de devenir médecin interne, ça? Oui, exact. D'accord. Et j'étais allé nettoyer une salle d'opération après l'opération. Ça avait giclé un peu? J'ai pas été capable de finir. Il y avait trop de sang? J'étais pas capable. Il y avait trop de sang? Ouais. Ouais, j'étais pas capable. Fait que ça s'est arrêté là. Puis j'étais sur appel dans ce temps-là. Bon, ça on remonte à loin, là. J'avais un pagette. Et l'hôpital m'envoyait un page lorsqu'ils avaient besoin de mes services. Et moi, je leur ai dit, si vous voulez quelqu'un pour la salle d'opération, ne me pagez plus. Et ils ne m'ont plus pagé. Je pense qu'ils ont vu à la couleur de mon visage que c'était peut-être pas une bonne idée. Petite faiblesse dans le genou. Ouais, c'est ça. J'avais trouvé ça moyen. Fait que voilà. Allez, écoute, changeons de sujet, puis quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus positif. Voiture en scène de Granby, 40 000 personnes payantes qui ont passé le guichet. Là, on parle pas de ceux qui ont amené des voitures, là. Oui, parce que des gens qui amènent une voiture, des gens qui ont un kiosque sur place, et en termes de visiteurs, on a passé le cap des 40 000 visiteurs. Incroyable. Le précédent record datait de 2019, on avait franchi les 35 000 visiteurs. Ouais. Cette année, 40 000 personnes se sont déplacées aux voitures anciennes de Granby. On n'était pas très surpris de lire ça lundi matin. Ben, on n'était pas surpris parce qu'on l'a vu tout le week-end. Parce que nous, on a passé chacune des heures de l'événement sur place. Vendredi, moi j'ai l'impression que ça s'est joué le vendredi.
Parce que normalement, le vendredi, il y a toujours... C'est assez mort. Il y a toujours les purs et durs du Ouais. marché aux puces qui cherchent là la fameuse enseigne Texaco en métal, ou des pièces bien précises d'un Ouais. modèle niché, bon. Mais des visiteurs, il y en a pas tant que ça. Et là, vendredi, il y avait du monde. Il y avait comme on dit en anglais, il y avait du walk-in, là. Il y avait beaucoup de monde. Évidemment, samedi, c'était la folie, c'était la cohue. Les kiosques de restauration, les salles de bain, tout ça. C'était parfait comme météo en plus. Il faisait pas trop chaud, le ciel était un peu Il y a eu nuageux. 2 fois 2 minutes de pluie, puis c'était sinon vraiment parfait. Ouais. Alors, c'était un beau succès, franchement, pour les voitures anciennes de Granby cette année. On annonce, c'est le 40e l'année prochaine. 40e l'année prochaine. 40e Ouais, exact. édition l'année prochaine. Donc, ça a bien l'air parti pour que nous y soyons. Bon, évidemment, le marché aux puces, c'est pas nécessairement le truc qui a le plus fonctionné. En contrepartie, il y avait des trous. On a déjà vu, on a déjà vu un marché aux puces plus vivant que ça, mais il y a eu énormément de voitures. Puis c'est drôle parce que pour un retour, on a eu peut-être des petites lacunes au niveau restauration. On manquait de kiosques pour la restauration cette année. Mais en même temps, ça se comprend parce que ce type d'entreprise-là a été complètement arrêté depuis 2 ans. Alors, si toi, tu avais une cantine mobile dans laquelle tu vendais des hot dogs, des frites et de la liqueur, et tu te promenais de festival en festival, ben c'est sûr que tu as mis la clé dans la porte là depuis 2 ans. Absolument. Alors, de retrouver des gens maintenant qui travaillent dans ce domaine-là, ben c'est pas évident. Non, c'est vraiment pas évident. Fait que ça sera le truc à travailler pour l'année prochaine. J'ai des petites idées aussi que je vais partager avec l'équipe, mais je pense que on a eu un sacré beau week-end. C'était le fun aussi parce que on s'attendait à ça un peu, mais tu sais, il y a bien des nouvelles voitures qu'on connaissait pas, qui se sont présentées sur le site, des trucs qui m'ont impressionné. Je retiens, moi, une voiture que je ne connaissais pas, une Packard Caribbean décapotable bleue et blanche qui était magnifique. C'est probablement un de mes coups de cœur du week-end là-bas. Cette voiture-là était... 2 tons de bleu et blanc? Ouais, oui, exactement. Voiture magnifique. Bon, évidemment, la Plymouth Roadrunner Superbird 1970 bleu qui a été restauré de main de maître. C'est vraiment une voiture d'exception. Ouais. Déjà, le modèle est archi rare, mais là, en plus, elle a été impeccablement restaurée, avec un souci du détail. Là, c'était vraiment impressionnant. Quand tu vois, là, je m'exprime en anglais, je suis désolé, là, mais le fume en dessous de la voiture, parce que c'était fait comme ça en 70 et qu'on a recréé ces défauts-là de fabrication. Tu dis quelque chose. Le souci du détail est vraiment là. C'est un véhicule d'exception, on peut le dire comme ça. Ouais. La valeur des Superbird qui a monté en plus depuis 2 ou 3 ans. Alors même si c'était une restauration qui a dû être très, très, très coûteuse pour ce carrossier-là. Peut-être qu'il ne sera pas trop perdant au final. Là. Exactement. J'ai vu un Chevrolet 454 SS 1990 qui était impeccable. J'ai vu une Chevrolet Nomade 55 Bel Air noire qui était... D'ailleurs, le monsieur du Chevrolet SS 454 est venu me voir 5 minutes après que tu lui aies parlé et il est venu chercher une brochure de la gamme General Motors 1990 parce qu'il y avait une photo et l'inscription de ce modèle-là. Il existe très peu de documentation là pour des modèles à faible diffusion comme ça. Là, alors... Voilà. Fait que je pense aussi, pardon, qu'est-ce que j'ai vu d'extraordinaire là-bas? Écoute, la Karmann Ghia importée d'Amérique du Sud. Ben oui, par une compagnie qui s'appelle Amir Expert, qui a importé ça du Brésil, une voiture fantastique que je ne connaissais pas, j'avais jamais vu ce modèle-là par le passé. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Écoute, on a bien rigolé parce qu'il y avait un camper Chevrolet 1972 qui est ressorti de je ne sais trop où, mais c'était on dit en anglais une time capture, là. Ouais, la caisse de l'Abat 50 sur la banquette dans le milieu. Le camion est vert, l'intérieur est vert au complet, la caisse de bière et le campeur qui va par-dessus la caisse. Tu rentres là-dedans, tu rentres dans les années 70, là.
Et c'est drôle parce que moi, ce C'était véhicule-là, neuf. je ne l'ai pas croisé à l'exposition, mais le matin, pour m'y rendre, je l'ai croisé. Et j'ai l'impression que de le voir en action, en pleine rue, c'était encore plus spécial Probablement. que mis au travers de plein d'autres voitures anciennes. Ouais, vraiment, vraiment. Fait il y avait des voitures pour tous les goûts. La magnifique Toyota Supra de Jacques Clark, 1985. Rouge brique, là. Oui, exactement. Écoute, la condition de cette voiture-là, d'ailleurs, elle a gagné un prix. Je peux pas passer sous silence l'extraordinaire collection de Stéphane Dumaine, qui a apporté des bijoux là-bas, une pagode, une Mercedes 230 SL, une Bricklin, probablement la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. La Manic, bien sûr. La Manic, évidemment, ben oui. Une DeLorean. Et son autobus. Oui, l'autobus. Et son autobus. Qui prend énormément de place. Ouais. C'est bon pour patauger un peu dans le monde de la voiture ancienne, de la restauration. C'est toujours... le défi, c'est de trouver des morceaux quand on a un véhicule ancien Ben oui. à faible diffusion comme ça. Mais là, quand tu as un autobus qui est en piètre état et que tu veux le restaurer, il n'y a pas de pièces pour ça, là. Donc, on doit fabriquer du sur-mesure. Évidemment, il y a moins de finition que dans une Lincoln des années 50 où il y aura des petites baguettes de chrome. Okay. Il y aura... Mais en même temps, si, je sais pas moi, l'aile est pourrie, comment peux-tu trouver une aile? Tu la refabriques. Tu la refabriques. Tous les morceaux d'intérieur, les sièges, ça demeure un grand défi, là. Non, vraiment. Et ça a été restauré de main de maître en collaboration avec une association locale, là, dont le c'est nom ça, nous échappe. la famille Véro, qui a restauré ce véhicule-là à Granby, en collaboration avec la Société d'histoire du transport en commun de Montréal. Ils ont fait un superbe boulot. On en a parlé brièvement, Stéphane Dumaine et moi, dans une vidéo qu'on a fait en marge du salon de l'auto pour le promouvoir, là, qui a été Salon de l'auto. du salon du salon d'auto. Je suis mêlé, tu penses? Oui. Il fait chaud, hein? Des voitures anciennes de Granby. Ouais. Et bon, là, ce que vous savez pas, plus, il fait chaud, puis pas à peu près, parce que... Il était brun, l'autobus, en plus. Il était brun, l'autobus. Histoire d'être encore plus beau. Ouais. Alors, ce que vous savez pas, c'est qu'il fait chaud, pas à peu près, parce que... La petite évidemment, goutte dans le front, ouais. là. La climatisation de ma maison a flanché avant hier et on va venir la réparer demain. Et évidemment, je ne peux pas démarrer la grosse brune dans le garage puisque le climatiseur, d'abord, on ne fait pas tourner la voiture dans le garage. Deuxièmement, on s'entendrait pas parler si le climatiseur fonctionnait. Alors, on endure la chaleur dans la maison présentement, mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus confortable. Enfin bref, fait que c'est pour ça qu'il fait un peu chaud et que je peut-être mes idées. Je vais vous avouer un truc, par contre. 3 jours aux voitures anciennes de Granby, ça draine un peu d'énergie. Le lendemain, j'étais fatigué et j'ai de la misère à, comment on dit, là, catcher up? Oui, de rattraper un rythme de oui, c'est ça, parce que là, ouais. on continue de travailler cette semaine, là. Alors, c'est quelque chose, d'où ma voix un petit peu rauque, un petit peu maganée. Mais enfin, bref, c'est un... Sur place, on a rencontré plein de gens aussi. Mais oui, ça, c'est le fun. Il y a une rencontre assez mémorable. Le type est allé te voir également. Monsieur est français, était établi en France, nous écoutait depuis la France et il est maintenant établi au Québec, dans le coin de Princeville. Ouais. Donc, on a fait partie de sa transition de la France vers le Québec. Alors, de voir qu'on est un peu son initiation à la culture québécoise, là, vraiment sans prétention, ça fait toujours plaisir. Là. Je veux aussi saluer Sébastien Clermont, qui était le gagnant de la Mercury Grand Marquis dans Rouleau suivant, qui est passé avec sa petite famille. Il a eu malheureusement un incident avec la Grand Marquis qui n'est plus. La voiture est décédée. Elle a fait une rencontre avec un lampadaire et c'est le lampadaire qui a gagné. C'est dommage parce que cette voiture-là, moi, était venue me chercher. Là, vraiment, c'était une très belle voiture. C'était une belle émission en plus. Alors, bon, au moins, ça s'est bien passé. Il a pu réclamer 12 000 $ des assurances pour la voiture. C'est quand même pas rien parce qu'il l'avait fait évaluer. Ce qui était nécessaire. Alors, il était passé par nos amis de chez PG Évaluation pour la faire évaluer et il a pu avoir une somme raisonnable parce que sinon, une assurance aurait pu donner
2-3 000 pour un Grand Marquis 2008. Là. Oui, Bon. oui, la valeur au livre n'est pas, Non, très c'est élevée. Là. Sur place, on a vu aussi Antoine Leclerc, très jeune propriétaire Oui. d'une AMC Pacer. C'était un beau clin d'œil parce qu'il y a 4 ou 5 ans, on l'avait rencontré, toi et moi, chez ses parents. Il a 18 ans aujourd'hui, il avait 13 ans à l'époque, ça fait 5 ans. Et il possédait à ce moment-là déjà sa AMC Pacer, qui était une survivante, qui n'était pas en état de marche. Non. Et en attendant d'avoir son permis, il l'a remise sur la route, il l'a restaurée. Et cette année, il s'est déplacé à l'exposition avec sa voiture qu'on avait pu voir 5 ans avant. Ouais. Donc, comme quoi, chapeau. Les voitures anciennes de Granby, c'est un lien fort. Là. Voilà. Et ceux qui ont suivi le dernier épisode de Rouleau suivant, où on a fait tirer le Pontiac Aztec, savent que il y a un certain Kevin Daigle qui a participé au concours. Lui, tous ses amis, tous les membres de sa famille et probablement son patron où il travaille. On a dû recevoir une vingtaine de messages qui encourageaient Kevin Daigle à gagner le véhicule. Malheureusement, il ne l'a pas remporté. Et Kevin Daigle est venu me voir aux voitures anciennes de Granby pour me saluer. Est-ce qu'il y avait un peu d'amertume? Non, il n'y avait pas d'amertume, mais il a bien fait de se déplacer parce qu'il est reparti des voitures anciennes de Granby en achetant à l'Encan une Corvette 1988 avec un ensemble Greenwood qui a payé 5 000 $. Une version Greenwood, c'est cool. Ouais, c'est cool. Alors, 5 000 $ pour une Corvette, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça m'amène à vous dire que oui à l'Encan... Tu n'es pas reparti les mains vides, toi non plus. Non, c'est ça qui arrive. Déjà, tu es arrivé sur place avec 3 voitures. Oui. Je suis reparti avec une supplémentaire. Oui. Qui est juste à côté. Oui. Bon, OK. On peut le montrer, hein? On peut-tu faire ça? Elle est là. C'est très long à montrer. Donc, mais oui, je l'ai stationné dans le garage de la maison ici parce que on manquait d'espace un peu. J'ai un bug d'écran, là. Fait que c'est pour ça que des fois vous me voyez essayer de jouer sur quelque chose. Mais enfin bref. J'ai acheté cette voiture-là, une Grand Marquis 1984 à moteur 351 pouces cubes, littéralement neuve. Et Germain, je l'ai un peu acheté en pensant à toi parce que c'est une auto qui te plaît beaucoup plus qu'à moi. Et j'ai même eu la chance de la conduire avant toi. Oui. C'était une belle chance. Ouais. Oui, parce que pour la petite histoire, j'ai aussi un Grand Marquis 1983. À peu près identique à ça. À peu près identique à ça. C'est juste que le mien a l'air d'avoir 40 ans et le tien a l'air d'avoir 6 mois. Ouais. C'est la principale différence entre les deux. Mais oui, d'en voir un qui a traversé ces années-là sans prendre une seule ride, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Vous n'avez pas idée à quel point cette auto-là, elle est neuve. Ça méritera une capsule pour cette voiture-là. Là. Outre les combien coûte et autres types de voitures. Ouais. Juste une présentation générale de la voiture pour montrer. Puis même à ça, une vidéo ou des photos ne rendront pas justice à la voiture. On va le faire pareil. Mais, on va le faire pareil. Ça vaudra la peine, définitivement. Parce que cette voiture-là, elle est... les chromes, les détails, il n'y a pas de défaut. Il y a un petit coup de porte qui a été donné dedans qui se répare très facilement, mais sinon, la condition est impeccable. La voiture roule comme un charme. En même temps, c'est une Ford, c'est une Mercury Grand Marquis. Donc, c'est un véhicule avec un comportement très, très, très souple. C'est très, très souple. Là. C'est beaucoup plus bateau que la grosse brune. Mais ça porte beaucoup mieux que la grosse brune. Ça porte bien. Ça porte très bien. Tu roules sur le pont Champlain, t'entends les joints de dilatation, toc, mais tu les sens pas. Ouais. C'est incroyable. La voiture a été superbement entretenue. Elle a jamais dormi dehors de sa vie. Elle a jamais vu la pluie. C'est incroyable. Mais elle a tout de même 100 000 kilomètres, là. Elle a 100 000 kilomètres. Mais 100 000 kilomètres de vie facile. C'est ça. Et, je l'ai acheté du propriétaire original avec qui j'ai fait une photo. Cette voiture-là, lui m'a montré, il m'a donné le contrat d'achat avec la voiture. Elle est documentée. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous la vendez?
Et le monsieur me dit, ben, je veux pas l'amener avec moi dans ma tombe, mais le bonhomme était bien vivant, bien sympathique. Je pense qu'il voulait juste passer à autre chose. Il y a un pick-up Ford et puis ça fait son affaire. Il vit évidemment dans une campagne de Quaticook où Il mange de la crème glacée. ouais, c'est ça. D'accord. Quaticook, c'est excellent. Mais non, c'est un monsieur super gentil qui m'a montré les petites particularités de la voiture. Puis, tu sais, pour lui, il en a juste pris soin, puis c'était correct, c'était rien d'exceptionnel. C'est ça qui me fascine. Et cette voiture-là a pratiquement 40 ans, là. Ouais. Et elle est... Impeccable. Il y a des voitures de 10 000 km qui sont 100 fois plus maganées Ah, que ça, vraiment, là. vraiment. C'est... Ah, c'est impressionnant. Va-t'en chez Discount Location d'Auto, je te confirme. C'est que impressionnant. C'est ça. Et pour moi, l'exercice est drôle parce que je peux comparer les points d'usure avec la mienne. Tu sais, le bras des clignotants, l'espèce de... Qui est lâche, là. de chrome plastique Ouais. qui a séché, qui a craqué un petit peu. Tous ces petits détails-là sur celle-là, ben, Ouais. c'est neuf. C'est ça. C'est neuf. Fait que c'est une auto que je me suis procurée à Lancan cette année. La première qui a été vendue à Lancan. Tout de suite après moi, c'est vendu une Charger RT 1970 à 101 500 $. J'ai compris entre les branches qu'elle s'était aussitôt revendue quelques heures après. Pour vrai? Oui, c'est ce que... Wow. J'ai pas ma deuxième source, là, OK. mais ouais, OK. c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais- Et là, pour cette voiture-là, ton bras gauche a été capable de se retenir, de pas lever. Ben, c'est comme la facture qui c'est ça. C'était c'est pas, différent, hein? on parle pas du même prix, là. Non, il y a des chiffres de plus. Ouais, là. il y a des chiffres de plus. Non, c'est ça. Fait que je me suis acheté cette voiture-là en ne me posant pas de questions. Ouais. J'ai pas acheté le modèle, j'ai acheté la condition. Ouais. J'ai vraiment acheté la condition. Puis je sais que cette voiture-là t'appelait particulièrement, puis Je vais la regarder de près. là. j'aimerais ça que tu puisses en prendre possession. Ça me ferait vraiment, tu sais, Ouais. je l'ai pas acheté dans le but de faire du profit, je l'ai acheté dans le but que tu la contemples et que tu la ramasses à un moment donné. Mais l'affaire, c'est que tu voudras jamais la rouler parce qu'elle est trop propre. Ben, c'est un peu ça qui est embêtant. Ouais. Tu sais, mes voitures sont en condition, disons, moyenne, ce qui me permet de ne pas avoir peur de les De les conduire. stationner sur la rue, là. De les stationner sur la rue. Ça a jamais dormi dehors, là. Tu Ben peux pas. non, c'est ça. C'est Donc, ça. elle doit demeurer à l'intérieur tout le temps. Ouais. Alors, oui, ça me travaille encore. Et là, je vais te dire quelque chose qui va te rendre un peu nerveux, mais ce n'est pas la seule voiture que tu as achetée à l'encan des voitures anciennes de Grey. Oui, mais l'autre, on peut pas en Et je parler. m'arrêterai là. Voilà. Je savais que ça allait te L'autre, on rendre peut pas en parler. On peut pas en parler. Et vous saurez jamais pourquoi. Hein? Ouais, c'est ça. Ben c'est non, ça. ils vont savoir pourquoi à un moment donné. Non, Non? non. Ok. Ça reste secret. Oh, oh. C'est ça. Mais... Bon, ça fait un gros mystère. Mystère et boule de gomme. C'est D'accord. ça. Alors trêve des voitures anciennes de Granby. Oui, oui. Bon, une grosse nouvelle cette semaine qu'on a appris, c'est le circuit Mont-Tremblant qui a été vendu. Effectivement, c'est C'est jamais une bonne nouvelle quand un circuit automobile se vend. On sait que c'est arrivé avec Saint-Eustache il y a quelques années. Puis Oui, mais on- Saint-Eustache a été vendu à la ville de Saint-Eustache. Ouais. Là, dans le cas du circuit Mont-Tremblant, la situation est bien différente. Bon, on le sait, le désormais ancien propriétaire, Ouais. Lawrence Stroll, le père du pilote de Formule 1, Lance Stroll, était propriétaire de cet endroit-là, a vendu le circuit du Mont-Tremblant à Gad Bitton, qui est le propriétaire et le Ouais. dirigeant de la compagnie Holland Automobile, qui est basée à l'intersection finalement de l'autoroute d'Écarie et de l'autoroute métropolitaine. Donc ils ont la bannière Rolls-Royce, ils ont la bannière Karma, c'est drôle, et BMW à Québec. Et l'année passée ou l'autre année Maserati. d'avant, oui, c'est ça. Il s'était procuré le concessionnaire Ferrari sur la rue Jean Talon, toujours de Monsieur Lance, de Monsieur Lawrence Stroll. Donc visiblement une deuxième transaction. On n'a pas le montant de la transaction. On peut s'imaginer que c'était
C'était considérable comme montant parce que c'est un grand terrain et en plus dans un secteur de la province qui est convoité. Là, on sait très bien que le secteur du Mont-Tremblant se développe, s'est beaucoup développé dans les dernières années et continue de l'être. C'est prisé par les Québécois, oui, mais par les Ontariens, par les Américains aussi. Ton gros doigt dans l'écran, je t'en prie. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Parce qu'on voit pas les commentaires. Pour une raison X, je suis pas capable de voir les commentaires des gens, puis je ne sais pas pourquoi. C'est embêtant. Enfin, bref. Alors, on sait que le circuit avait été mis en vente au printemps 2021. Ouais. À ce moment-là, on se demandait vraiment quel avenir allait attendre ce circuit-là. Est-ce qu'un promoteur immobilier allait pas faire un club med là-bas ou quelque chose du genre? On était un petit peu inquiets. Ou bâtir un Costco, là. Bâtir un Costco, oui. Voyons, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil. C'est des choses qui arrivent. Oui. C'est la chaleur, on va dire ça. Mais c'est ça, on avait peur que... Oui, parce qu'en plus, la ville fait pression énormément sur la gestion du circuit Mont-Tremblant pour une question de bruit, parce que des gens très futés ont été se bâtir des manoirs à ne plus finir à proximité d'un circuit de course. Et on se plaint du bruit des circuits de course. Autrement dit, c'est comme si on se procurait demain matin une maison à Dorval et qu'on se plaignait du bruit des avions. Ça n'a aucun foutu bon sens. Quel avenir... Non, mais c'est parce qu'à Dorval, tu peux plus te bâtir. Oui, à Tremblant, tu peux encore te bâtir. Oui. Tu sais. Fait que quand tu le fais, fais-le en connaissance de cause. Bien sûr. Tu sais, fait que... Donc, quel avenir attendra ce circuit-là? Bon, on soulevait la question. Tu soulevais la question. Ouais. Est-ce que ça deviendra un circuit privé pour M. Bitton, ses amis, ses clients, les ferraristes, les ferraristes, ou ça demeurera un circuit entre guillemets accessible? Parce que on sait que des clubs automobiles, des clubs de lapping pouvaient louer le circuit pour une journée. Il y avait des tournages. C'était le cas de l'émission du Guide de l'auto avec la Corvette, qui a pu accéder là-bas. Il y a des matchs comparatifs qui ont eu lieu là-bas. Bref, il y avait, je veux pas dire une accessibilité, là, mais on pouvait y parvenir. Il y a des lancements automobiles qui ont eu lieu là. Oui. Moi, j'avais été au lancement de la Genesis G70 là-bas, au circuit du Mont-Tremblant. Je sais que Honda avait organisé le lancement de la Honda Civic Type-R là-bas. Bref, il y a plein d'événements qui ont lieu. Le premier véhicule que j'ai conduit sur un circuit là-bas, moi, c'est une Dodge Viper. Oui, ça devait être c'était quelque chose. Claude Bourbonnais, tu m'avais dit. Exactement. Sur la pluie, en plus. Oui. Moi, il avait pas commencé à pleuvoir quand moi j'ai conduit, mais quand Claude Bourbonnais conduisait pour nous faire des hot laps, il a commencé à pleuvoir, ça dansait pas à peu près. Une Viper sur un circuit, quand la surface est mouillée, là, oh là là. Ça décroche un peu. Vraiment. Alors, on suivra ça pour le circuit Mont-Tremblant. Bon. J'ai fait une chronique cette semaine qui va se retrouver dans le journal ce week-end pour répondre à la question que bien des gens me posent depuis trop longtemps. Si tu avais une voiture à t'acheter demain matin, que te procurerais-tu? Oui. Visiblement, une Mercury Grand Marquis 1984. C'est ça. Puis, bon, les gens savent peut-être que j'ai une Golf R en commande. Et tu l'as pas reçu encore? Non, puis c'est pas près d'arriver. C'est long, hein? Mais c'est... On peut le dire, c'est long. Et est-ce que c'est la voiture que je me procurais si je voulais rouler une voiture à tous les jours? Et évidemment, dans un contexte familial, en plus, là. Tu sais, chacun a ses ça. critères et ses besoins. Moi, là, pour vrai, là, mes besoins de transport, j'ai souvent des trucs à trimballer. Je ne magasine pas, je fais pas 18 épiceries dans la vie. Moi, je vais chez Costco parce que ça me fait sauver du temps puis je trouve ça efficace. Les muffins aux carottes sont bons là-bas. Fait que bref, tu sais, j'ai besoin d'un peu d'espace dans mon véhicule. La Golf, c'est un peu serré. Ça dépend, là. C'est un peu serré. C'est un peu radical comme conduite aussi. Puis j'aime ça, tu sais, pour vrai, j'ai plus 20 ans, puis j'aime ça avoir quelque chose d'un peu plus tempéré. Donc, à tous les jours, une Golf R, peut-être pas. Mais en même temps, je veux une voiture qui va me procurer un plaisir de conduire, une polyvalence. Je veux une voiture que je vais pouvoir conduire à l'année, qui va être confortable, qui va être assez luxueuse aussi, puis qui coûtera pas 250 000 $ parce que j'ai pas 250 000 $ à mettre sur une auto. Et qui consommera pas comme un camion 3 quarts de tonne non plus. C'est ça, parce que, pour vrai,
je me suis posé la question, si j'avais une voiture à m'acheter demain matin, est-ce que ça serait une électrique? Puis là, est-ce que ça serait une Polestar 2? Parce que c'est ma voiture électrique favorite. Puis encore là, il y a deux choses qui me font décrocher de la Polestar 2. C'est peut-être un peu étroit pour les besoins que j'ai en termes d'espace. Puis je trouve ça un peu morbide en dedans. C'est austère. Ça manque de vie vraiment, là, tu sais. C'est simple, c'est minimaliste, c'est épuré, mais... Moi, j'aime ça du design. J'aime ça, tu sais, là, c'est comme une cuisine toute blanche, là, à l'intérieur de Polestar 2. Tu 2. sais, il manque quelque chose. Il manque de la matière pour moi, pour venir me séduire un peu plus. Mais j'aime... moi, j'ai toujours aimé les voitures familiales. Bon, ça, c'est une blague, là, la grosse brune, bien sûr, mais une vraie voiture familiale, je trouve ça génial. D'ailleurs, tu as possédé 2 Golf familiales? Ouais, une Magnum. Bon. Alors, sur le marché... Focus familial, c'est ouais, pareil. C'est ça. Oui, mais... Ouais, j'adorais son côté pratique, là. Une voiture, moi, que j'adore, qu'on n'a jamais commercialisé au Canada, mais qui s'est vendue quelques années aux États-Unis et qu'on a arrêté de produire tout récemment, c'était la Buick Regal Tour X, que je trouvais fantastique. C'est curieux que Buick l'ait commercialisé aux États-Unis, mais ici. pas au Canada. Ouais. Alors qu'ici, on aime les familiales. Bon. Oui, c'était très curieux, là. C'est certain qu'on était loin de la Roadmaster, là, mais oui, c'était une approche différente. Oui, puis c'était une belle rivale à l'Outback. Oui. Tu sais? Oui. Une belle rivale à l'Outback. Fait que je sais pas pourquoi on l'a pas amené ici, mais c'était une voiture qui me plaisait beaucoup. Est-ce qu'une Outback, justement, c'est un véhicule que tu pourrais considérer si tu étais un homme de la mi-quarantaine avec 2 enfants en banlieue avec un besoin de véhicule à l'année? Oui, mais l'Outback, dans sa version Wilderness, que j'aime bien, c'est une bagnole qui me plaît beaucoup, mais encore là, design, ouais, l'habitacle, il me manque un petit quelque chose, puis c'est sûr que côté, ça a un excellent comportement routier, un Outback, mais c'est pas passionnant à conduire nécessairement. Alors, je cherche cette petite coche de plus-là, puis tu réalises actuellement qu'il existe dans la gamme des premiums 3 voitures rivales qui peuvent me plaire. On commence par la Mercedes E450 All-Terrain. Quelle voiture exceptionnelle. Magnifique. Qu'on ne voit jamais. Ouais, personne n'achète ça. Jamais. Volvo a ramené la V90 Cross Country sur le marché en améliorant sa mécanique. Alors ça, c'est très, très cool. Et Audi vend une A6 Allroad qui serait mon choix. Ça demeure des voitures assez dispendieuses. C'est 80 000 OK? Oui. Ça coûte 80 000 Pas 145 comme une RS6 que j'achèterais jamais, parce qu'une RS6, c'est super cool une fin de semaine, c'est bon, mais c'est pratiquement frustrant à conduire. T'as tellement de puissance, les pneus sont ça d'épais, on est sur les routes du Québec, l'hiver arrive, y a rien à faire avec ça, t'es tout le temps au garage en train de réparer une jante, tu sais, c'est trop fragile, c'est trop pointu. C'est une super machine de performance, là, on s'entend. Et c'est très impressionnant à conduire, ça a tout ce que tu veux. Mais il y a une puissance que tu peux pas exploiter qui est quasiment frustrante en ce qui me concerne. Puis c'est pas une auto que tu vas aimer conduire en février quand il fait moins 20 dans nos nids de poule. C'est pas vrai. Alors, pour moi, une A6 Allroad avec son moteur 335 chevaux, c'est dommage qu'on n'offre pas la version hybride rechargeable qui est disponible ailleurs dans le monde, mais qu'on n'a pas ici. Ça avec la berline, si je me trompe pas, le plug-in? En fait, c'est une bonne question. Puis ça, il y a peut-être des gens qui peuvent y répondre, là, parce que j'ai cru comprendre qu'on devait nous l'amener, mais j'ai vérifié récemment sur le site d'Audi, la voiture n'est pas disponible. Donc, est-ce que c'était dans les plans qu'on a rebroussé chemin? Ça, c'est à vérifier. Parce qu'il en a déjà été question. Ouais, la A6 qu'on appelait la TFSI 55E. Un petit nom simple, là. Oui. Quattro. Une Audi E55, c'est drôle quand même. Ouais. Ben. Ça fait très Mercedes comme appellation, je trouve. Tu sais, moi, je trouve que Mercedes ait choisi d'utiliser les EQ pour bypasser Audi qui aurait pu baptiser ses EQ5
tu sais. Oui, oui. Écoute, là, Mercedes a la EQS, le EQB, Audi On a a le e-tron. Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Ouais. Fait que je trouve ça drôle. Ouais, c'est ça, je trouve ça drôle que Mercedes ait bypassé Audi comme ça. Enfin bref. Moi, je choisirais une Audi A6 Allroad. Je sais que c'est pas donné. Je me permettrais d'aller jusque-là pour débourser pour une voiture parce que j'aime l'automobile, parce que ça me plaît, parce que c'est une auto qui me plaît énormément, que je trouve élégante. Non, je ne prendrais pas l'ensemble black qui élimine tout le chrome et les garnitures sur l'auto. Est-ce que tu pourrais choisir un vert forêt ou un bleu marine au lieu de... Voilà, la palette de couleurs, c'est pas compliqué, là. T'as 6 variations de gris, de noir. Ça me rappelle un livre. T'as un ça. blanc, t'as un crème et t'as un marine que tu peux avoir avec un habitacle beige. Ça serait ma combinaison. Marine et beige. Marine beige sans black optique. Parce que l'habillage black optique sur un bleu foncé, on perd les détails. C'est une auto magnifique, pour vrai, et c'est probablement ce que je m'achèterais pour conduire à tous les jours si je n'avais qu'une seule voiture à conduire. Toi, y as-tu déjà pensé? Oui, c'est une excellente question, mais on dirait que mes besoins s'éparpillent un peu partout. J'ai toujours voulu avoir une Mini Cooper S. Est-ce que tu sais, dans la situation où je suis encore dans la vingtaine, sans enfant, libre et un jeune fou, est-ce que je pourrais faire ce type de folie-là? Je pense que oui. Quelque chose comme une Golf GTI, c'est certain que ça viendrait me chercher. Mais en même temps, je pense à des véhicules comme un Nissan Frontier. Et je me dis que ce serait très pratique, que j'y trouverais mon compte avec une camionnette intermédiaire comme ça, avec un bon vieux V6, 4x4. On peut transporter ce qu'on a à transporter, remorquer lorsqu'on en a besoin. Ça pourrait me travailler. Ça me travaille énormément d'avoir une camionnette, même d'en avoir une plus vieille. Mais c'est que la raison embarque tout le temps. Mon père en a une, j'en ai pas besoin. Je peux emprunter la camionnette familiale quand j'en ai besoin. Puis ton chum Antoine en a une aussi. Fait que... même. ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, est-ce que ce serait justifié d'acheter une camionnette? Non, malheureusement pas. Ouais. Mais une GTI... Oui, donc j'irais dans la voiture compacte, un peu nerveuse, et je vivrais justement avec les compromis de confort et etc. Compromis de confort, c'est quand même pas si mal, là. Une GTI, c'est une belle routière. Mais ça porte dur, là. Dans les rues de Montréal, ça porte dur. Mais tu prends pas les plus grosses roues. Non, voilà. Puis sur une Golf R, t'as pas le choix. Ouais. Tu sais. Mais sur une... on offre toujours les sièges en tissu carotté. Tissu Clark, là. Ouais. Clark, c'est magnifique. Alors voilà. Petite nouvelle rapide pour dire que Volkswagen, on parlait de Volks, a baissé. On va parler de Volks pas mal aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Volkswagen a baissé le prix du ID4. Oui, c'est sorti. C'est le véhicule qu'on ne peut pas avoir. C'est très ironique tout ça. On sait que quand un produit est très 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 convoité, pour lequel on a une liste d'attente, de voir qu'on abaisse son prix d'entrée, c'est une stratégie un peu douteuse. On peut même pas en commander en ce moment et on abaisse le prix. Bon, enfin bref. Donc le prix descend de 44 995 $ à 43 995 $, essentiellement 1000 $ de moins, mais on passe d'une batterie de 80 kWh 82 kWh à 62 kWh. Donc, on aura pour 1000 piastres de moins. Une autonomie de 300 km, on peut estimer là. Ça fait déchanter. Là. On n'a aucune donnée d'autonomie encore annoncée, mais sachant que la batterie de 82 kWh nous donne grosso modo 400, est-ce que celle de 60 nous donnera autour de 300? On va ressembler à ça. 300. Donc 200 l'hiver. Donc 200 l'hiver, je sais pas. Alors bref, ce sera intéressant d'avoir la donnée précise pour l'autonomie. En même temps, on nous a annoncé le début de la production du ID4 à Chattanooga au Tennessee. Attaboy. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que enfin, on va pouvoir ouvrir les vannes un petit peu. Il a fallu
il a fallu tout réaménager et réoutiller l'usine parce que Ouais. c'est là qu'on assemblait la Passat et entre assembler une berline intermédiaire à moteur à essence et un pseudo VUS électrique, c'est un petit peu différent. Écoute, moi, c'est fascinant. J'étais allé à l'inauguration de cette usine-là en 2011 lorsqu'on avait ouvert l'usine pour la fabrication de la Passat américaine. On arrivait... C'était plus américain qu'on avait jamais vu. Ouais, Volkswagen, on regardait cette voiture-là, puis on avait l'impression d'une Impala, là, C'est littéralement. à peu près ça. Tu sais, c'était à peu près ça. Puis l'usine, là, tu produis, tu pourrais manger à terre. C'était neuf, c'était Il y avait pas de impeccable. table? Non, il n'y avait pas de table. OK. C'est ça, il n'y avait pas de table. Mais C'est la chaleur. c'était super propre pour vrai, une usine de voitures. Tu sais, tu voyais que entre ça puis le Rouge Plant chez Ford, c'était pas la même. Mais évidemment, le Rouge Plant a 100 ans d'histoire, fait que c'est Oui, pas du tout la même. C'est différent. Bon. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où Volkswagen a été assez proactif là, Ouais. d'avoir une usine en Amérique du Nord où on va assembler des véhicules destinés à l'Amérique du Nord. Je trouve ça bien parce que quand on regarde ce que Hyundai fait, par exemple, ben on aura cet automne, là, dans les semaines à venir, une première levée de terre. En Georgie, si je ne Ouais. me trompe pas, Ouais. d'une usine qui assemblera dans le futur des véhicules électriques. Là, Volkswagen, c'est là, c'est maintenant, ça se passe tout de suite. Ouais. C'est bien, là, c'est bien. Bon, on parle de Volkswagen, brochure de la semaine, 98e épisode. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial en 98? Ben des affaires, dont la Volkswagen New Beetle. La New Beetle. Alors, j'ai non seulement la brochure ici, mais j'ai aussi le kit de presse qu'on donnait au Salon de l'Auto de Détroit quand on a dévoilé la voiture. Ça se pourrait que tu ne le retrouves plus à la fin. Ah oui, ça se pourrait? Ça se pourrait. Alors, les photos qui se trouvaient dans Photo en noir et blanc. photos en noir et blanc. C'est dommage parce que c'était une voiture qui était Qui avait présentée plein de couleurs. En quoi, 20 couleurs, là? Ou Et on se souvient qu'on mettait des fleurs, hein? Oui, oui. Alors, bon, dans l'ensemble de presse, il y a le communiqué qui avait été fait en français par la relationniste de l'époque, qui était Bernie Solomon, Oui. qui a été... Et qui Patrice Attanasio, Ouais. qui était pour la firme qui gérait les communications Voilà. à l'externe. Là. Alors, Bernie Solomon, elle détient probablement le record d'avoir conservé le même poste le plus longtemps chez Volkswagen. Elle a été aux relations publiques pendant 37 ans. Wow! Chez Volkswagen. Et elle était allemande et l'histoire veut qu'elle ait gardé les enfants de Ferdinand Piëch à une certaine époque. Donc, elle était assez bien pluguée. Quand tu avais une question à poser, tu appelais Bernice, était capable de trouver la réponse assez facilement. Et je me permets de dire que la suite est intéressante là chez Volkswagen. Je sais qu'on a critiqué à quelques reprises là certains départements des relations publiques où on n'est pas nécessairement très proactif, où on n'est pas nécessairement conscient des besoins des journalistes québécois, ce genre de choses-là. Mais chez Volkswagen, on fait du bon travail, même si ça se passe à Toronto. Là. Oh, et puis... Hey, c'était cute, là. Hein? C'était cute. C'est beau là-dedans. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit Non, non, c'est mais- cute comme auto. Quand on a dévoilé cette voiture-là à Détroit, Ouais. moi, j'étais sur place. J'avais assisté à ça. C'était extra. Bon, évidemment, on avait lancé le concept Beetle en 1994. Ça a pris 3 ans avant qu'on finisse par arriver avec la voiture de production basée sur une Golf avec un moteur 2 litres. C'est tout ce qu'on avait au début. C'était des, pardon, là, mais c'était des méchantes poubelles, là. Ben, au début, là, c'était un paquet de troubles. T'avais le moteur 2 litres 115 chevaux, sinon t'avais le moteur TDI 90 chevaux. Ça fait envie, hein? Hein? Ça fait envie. 4 vitesses automatiques, 5 vitesses manuelles, puis ça tournait haut, là, ça avait aucun bon sens. Mais ça se vendait comme des pains chauds. Ouais. C'était la folie. Et Volkswagen, pour l'événement, avait loué le sous-sol du Cobo Hall à Détroit. On avait 16 voitures en exposition dans le Cobo Hall. Il y avait 8 couleurs pour la voiture. Je ne sais pas si elles sont illustrées là-dedans d'ailleurs, mais il y avait 8 couleurs pour la Beetle. Non, je ne crois pas. Oui, puis qu'on c'était les- pas 8 variantes de gris, là. Non, c'est ça. Mais il y avait eu plusieurs brochures, là. Moi, j'en ai une en noir et blanc. Ouais, mais j'en ai une qui est Il y en beaucoup a plus une grosse de que plus ça gros aussi. format, Ouais, c'est oui. ça. Dans laquelle on doit voir l'ensemble des couleurs. Mais il y avait un vert, un jaune, un bleu, un rouge. Bon, bref. Gris argenté. Gris argenté. Le noir, le Ouais. blanc. On appelait le Reflex Silver, là, à l'époque, le gars était super
savais pas. C'était super moderne. Ouais, c'est ça. Là, on l'a utilisé pas mal à toutes les choses. Ouais, Tornado Red, puis bon. Mais ça a été un vrai succès. Et on avait fait venir, pour les journées publiques dans le salon de l'auto de Détroit, on avait fait venir des chefs d'Allemagne qui servaient des bouchées à tout le monde du public. Choucroute? Ben, ça pouvait des canapés, du canard, des trucs. Ouais, c'est ça. Mais il y avait vraiment de tout. Puis écoute, le prix que ça a dû coûter pour faire ça, louer le sous-sol au complet, c'est incroyable. On parlait de 16 véhicules. Certaines marques n'ont pas 16 véhicules sur leur propre. Ben, en fait, ce qu'on avait fait, parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait pas de décapotable à cette époque-là. La décapotable est arrivée en 2004. Alors, on vendait encore la Golf Cabrio, là. Ouais. On appelait la Cabrio, tout simplement, à cette époque-là. Mais on n'avait pas, on avait une coccinelle, 8 choix de couleurs, 2 choix de moteur. Alors, t'avais 8 voitures avec moteur 2 litres et les 8 couleurs, puis tu avais l'équivalent avec le moteur TDI. Puis on les avait placés un peu partout, tout le monde pouvait jouer dedans. Bref, c'était un vrai gros party, ça a volé la vedette, ça a gagné des prix un peu partout, avec raison. Mais quand c'est arrivé, c'était révolutionnaire comme design, bien que la mécanique était conservatrice, c'était révolutionnaire comme design. Puis je pense qu'encore... Les premières ont très mal vieilli. Oui, les premières voitures ont très mal vieilli, mais ceux qui les ont conservés, on a un bijou entre les mains parce que ce sont des voitures qui étaient fragiles, qui n'étaient pas évidentes à bien conserver. Très, très, très sensibles à la corrosion. Ouais, les bas de caisse, tout ce que tu voudras, tous les problèmes électroniques, les lumières qui brûlaient à chaque fois que t'en... Les régulateurs de vitres aussi. Chaque fois que t'arrêtais une lumière, il y a une lumière qui brûlait. Ouais. Il y a tous les problèmes du monde, là. Mais quand même, c'était voiture de l'année, fait que on a voulu le souligner aujourd'hui parce que c'est le 98e épisode et la Beetle a été lancée officiellement comme modèle 98. Question? Voilà. Vas-y donc. On a Stéphane qui voudrait qui voudrait savoir si la différence de prix entre le Jeep Wagoneer et le Jeep Grand Wagoneer est justifiée. Moi, je trouve pas. Bon, évidemment, ça dépend toujours des options que tu vas mettre, là. Entre un Grand Wagoneer série 1 puis un Wagoneer équipé au bouchon, des fois, ça peut se chevaucher. Mais un série 1 Grand Wagoneer avec le 6.4 part à 102 000 et des poussières. Puis t'as pas mis d'option dedans. Puis je trouve que le moteur 6.4 là-dedans, ouais, OK, ça tire un peu plus. Mais c'est pas nécessairement une plus-value. Le 5.7 fait un super travail. Puis d'avoir de très grosses roues sur ce véhicule-là, c'est pas un avantage non plus. J'ai pas nécessairement... en tout cas, c'est sûr que nous, ce qu'on a essayé, c'est un Grand Wagoneer série 3 à 130 000 ou à peu près. Exagéré. Ça n'avait aucun bon sens. Puis, j'ai pu conduire récemment un Wagoneer équipé décemment, qui avait pas les sièges capitaines à l'arrière, qui avait pas de toit ouvrant, mais qui avait un équipement complet, un bon système audio, etc., etc. Ça coûte quand même 80 000. 85 000, là. Tu sais, mais t'as quand même 45 000 d'écart avec l'autre Grand Wagoneer qui avait des écrans partout, puis un meilleur système de son, puis des pédales massantes, puis tout ce que tu voudras, mais tu sais, plein d'affaires que t'as pas besoin, là. Ça dépend ce que tu veux dans la vie. Mais le camion comme tel, je pense que le Wagoneer peut faire un super travail, puis t'as pas besoin d'aller au Grand Wagoneer. On a Louise qui hésite entre un Volkswagen Taos 2022 et un Honda HR-V 2022 aussi. Lequel choisir? C'est dur, ça, pour vrai, parce que... C'est pas deux produits coup de cœur. C'est deux produits efficaces que je trouve chers. Ils sont gros, cela dit, là, pour leur Je catégorie. choisirais le Taos. Je veux dire, si tu me poses la question, lequel t'achètes si tu veux le garder 15 ans, je vais te répondre le Honda, parce que... Puis encore là, même pas. Parce que j'aime mieux prendre le risque que le Volkswagen brise, mais que j'aille un peu de fun, que de m'ennuyer 15 ans de temps dans un HR. C'est un peu moins laid, là, le Taos aussi. Oui. C'est pas sexy, là, on s'entend, tu sais, mais c'est un peu moins laid que le HR-V. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Fait que non, je prendrais le Taos. On a François qui dit qu'il possède un Ford F-150 2010 à moteur V8 de 5,4 litres, qui est très gourmand
est très rouillé. Il tracte 2 à 4 jours par semaine, une remorque de 6 par 12 avec outils et le tout pèse environ 2500 livres. Okay. Et il envisage l'achat du Maverick avec le moteur 2 litres turbo et l'ensemble remorquage. Est-ce que ça peut faire le travail? Il a une petite crainte avec les rafales de vent pour la stabilité. Le véhicule valse, donc oui, la stabilité. Et il se demande si le véhicule peut rouler avec de l'essence régulier, avec ou sans la remorque. Donc, bref, besoin d'un peu de... Ouais. C'est une bonne question pour la stabilité, là, parce que j'ai de la misère à voir la remorque. C'est sûr que ça sera pas aussi stable que le F-150. Puis, un Maverick 2 litres... C'est peut-être un grand saut, là, passer d'un F-150 V8 à un Maverick. Ben, moi, le conseil que j'aurais, c'est parce que on remorque pas juste une journée, là. Je comprends que le Maverick avec le 2 litres, tu roules ça à l'âge, c'est du 9 litres au 100, c'est une machine assez intéressante. Il va le faire, là. Pour vrai, là, c'est une remorque de 2500 livres, il va le faire. Mais, est-ce qu'on a besoin d'aller à un Ranger? Ben, le Ranger va le faire, mais rendu là, je te dirais, va t'acheter un F-150 avec un 2.7, avec un équipement décent, puis ça te coûtera pas bien plus cher. Fait que le Maverick avec le 2 litres va le faire. C'est un véhicule qui est assez stable, mais c'est une bonne question à se demander. Est-ce que ça va être stable avec la remorque en arrière? Est-ce que, c'est bon, c'est pas une remorque qui est pesante, là, 2000 livres? 2500 livres. Ça va le faire, ça va le faire très bien, là. Ça va le faire très bien. Ah, j'ai aucune crainte, là. Mais plus vite vous vous débarrassez de votre F-150 avec l'horrible 5.4, mieux vous allez vous porter. N'est-ce pas? Pardon. Exactement. Les joueurs du direct? Oui, exactement. Non, mais pour vrai, le 5.4, c'est déjà beau que ça roule encore. C'est Oh, un oui. des pires moteurs que Ford a fait, ça. Puis c'est resté là quelques années, quand même. Quand même. Jusqu'à temps qu'on change radicalement la gamme de moteurs. On a eu des problèmes avec les EcoBoost au début, là, les turbos et tout ça. Mais pas si grave que le 5.4. Hey, c'est une passoire à eau, ce moteur-là. Puis ça siphonne, ça n'a aucun bon sens. Non, ça, c'est pas drôle, là. Réponse à la question? Oui, 2007. parce que Chevrolet a commercialisé des Monte Carlo roues motrices avant avec des 5.3 V8 jusqu'à la toute fin de la commercialisation. Voilà. Fallait le faire, hein? C'était un peu audacieux. Il n'a pas vendu. Dans ma tête, chez Chevrolet, on avait arrêté le Monte Carlo bien avant 2007. C'est ça. Ouais. Et on salue notre ami Sébastien Guy qui en a eu une Monte Carlo SS 2007, moteur V8 traction. C'était son démo quand il travaillait chez GM à cette époque-là. Et on sait qu'il nous écoute. Ouais, exactement. Salut, merci tout le monde. Bon, on prend quelques semaines de pause. Moi, je vais revenir vers la fin du mois d'août, mais toi, tu n'y seras pas. Oui, c'est ça. On va peut-être On va se chevaucher. croiser. Tu pars Mais en fait, ma date de départ n'est pas encore certaine parce que il est possible que j'aille conduire le Volkswagen ID Buzz en Europe. Puis ensuite, j'avais 2 petites semaines de vacances. Donc, bref, on reviendra certainement. Oui. Quand? C'est une excellente question. C'est ça. Est-ce que ce sera un carton à ma place? Ça se peut. Moi, il est possible que c'est ça. Fin août, j'en fasse un, seul ou accompagné de quelqu'un d'autre ou d'un carton avec ta face dessus. Mais bref, on va revenir à la fin août. Sauf que je vais t'attendre pour la 100e. Là, on va se garder quelque chose de spécial. C'est beau. Je te merci. un petit Mae West. C'est ça. Merci d'avoir été là. Et puis, quelques semaines de repos. Puis on revient, on repart ça en grande en septembre, ça c'est sûr. Au revoir. OK, bye bye.